Il a surgi comme une météorite dans la galaxie new-yorkaise. Et il est entré aussitôt dans la légende. C'est un artiste qui a une forme de radicalité solaire. C'est un voleur de feu, Basquiat. L'important, c'est le coup de foudre qu'on a eu tous pour sa peinture. C'est un choc. Il y avait une fulgurance dans ce travail. Après avoir galvanisé New York, Jean-Michel Basquiat est venu promener sa gueule d'ange à Paris. Et il a conquis la capitale. Paris était sa ville préférée. Oui, il aimait Paris. Jean-Michel aimait Paris. Son histoire, sa culture. C'est cette idylle mystérieuse entre Paris, ses musées, ses artistes, son art de vivre et l'un des plus talentueux peintres du XXe siècle que raconte ce film. C'était une espèce de Rimbaud qui donne tout et qui s'arrête. Un artiste qui reste, malgré sa fin terrible, une montagne de lumière. New York, début des années 80. L'art de demain s'invente dans le Bronx. De futures gloires du rap, de l'électro, des arts plastiques, inventent les formes artistiques de l'avenir sur des murs de briques rouges. Jean-Michel Basquiat, alias Seimo, les prend lui aussi d'assaut. Une bombe de peinture en guise d'arme pour y faire exploser l'Afro-Amérique encastrée dans son histoire. Esclavagisme, ségrégation, nouvelles mythologies urbaines, jazz, mais aussi le vaudou et ses symboles, héritage caribéen légué par sa mère portoricaine et son père haïtien. En transmutant sa révolte en art, il entre de plein pied dans la légende du XXe siècle. D'emblée, son succès lui permet d'enjamber les continents. De Rome à Berlin, de Tokyo à Sydney, on s'arrache les œuvres du prodige afro-américain, à l'origine d'une double révolution. Donner à l'art contemporain de nouvelles normes et imposer au musée américain le premier artiste noir. Mais la France de l'art institutionnel, elle, ignore le phénomène Basquiat. Les musées français ont refusé d'acheter Basquiat et de son vivant et de l'exposer. Je parle du Centre Pompidou. En 84-85, le Centre Pompidou organise une exposition qui se veut le panorama de toute la tendance contemporaine des années 80. Tous les artistes sont représentés, y compris Combas et Kettering, et pas Basquiat. Cette forme d'ostracisme, qui se prolonge encore en 2024, n'a pas empêché le peintre afro-américain de devenir l'un des artistes préférés des Français. Et cela, grâce à quelques passionnés d'art, galeristes avant-gardistes ou collectionneurs éclairés, qui, dès ses premiers succès américains, l'ont intronisé en France. Ces francs-tireurs l'ont ensuite accueilli à Paris et ont contribué à faire de Jean-Michel Basquiat une icône française. Dès sa rencontre avec la capitale, Basquiat adopte Paris et Paris adopte Basquiat. De son vivant, rares sont les manifestations institutionnelles qui lui ont été consacrées en France. En 1984, le musée d'art moderne de la ville de Paris lui concède un strapontin dans l'exposition Figuration libre France-USA, qui réunit des artistes français et américains. Quand Basquiat est apparu en France, c'était dans cette exposition un peu
bizarre à laquelle lui et d'autres Américains étaient confrontés à des Français, et en particulier Combas, Di Rosa, Boiron. On les associait pour des raisons discutables dans le contexte artistique où cette exposition a eu lieu. Pouvoir allier des Américains et des Français, ça lui donnait une sorte de légitimité internationale. Par rapport à un contexte qui, en particulier en France, est quand même très marqué par des formes d'expression artistique, conceptuelles, un peu moroses, c'était forcément attractif. Je me suis reporté à ce que j'avais écrit à l'époque. J'ai été rassuré. Basquiat s'imposait vraiment dans cette espèce de groupe fabriqué. On peut dire qu'il y avait lui et les autres. Je pense que la figuration libre n'a pas eu sa capacité de devenir internationale. C'était un mouvement typiquement français. Jean-Michel, il n'appartient à aucun mouvement. Il est même en rupture avec toute cette émergence que l'on voit. Le seul musée qu'il a acheté de son vivant, c'était le musée Cantigny à Marseille. Et la première exposition rétrospective de Basquiat, également, au musée Cantigny. Moi, dans ce tableau, cette efficacité visuelle, cette volonté de faire des objets qui traduisent profondément des faits de civilisation. Et lorsqu'on regarde ces tableaux, on comprend pourquoi les banlieues de Los Angeles sont brûlées. Je crois que toute l'histoire de la société américaine de ces 10 dernières années est présente dans cette œuvre-là. Richard Rodriguez a été l'un des premiers en France à collectionner les tableaux de Basquiat. Le premier tableau que j'ai acheté, c'était le noir, gris-gris, pas de bonheur. Ce tableau, c'est un tableau typiquement vaudou, avec les stigmates de la croix et le fétiche vaudou. J'ai vendu tout ce que j'avais pour acheter que du Basquiat. Depuis, j'étais obligé de vendre ma collection. Les tableaux valaient $1 million depuis 2007, ou 10 fois plus. Et Basquiat était furieux. Il ne comprenait pas qu'un de ses tableaux ne soit pas exposé au Centre Pompidou. Les musées, en l'occurrence le Centre Pompidou, sont toujours en retard par rapport à l'actualité. Ils n'ont pas fait Basquiat, ils n'ont pas fait Robert Longo. Bah maintenant, ils ne peuvent plus. On a besoin que l'État exerce son rôle de pédagogue et de contrôle, je ne vais pas dire du marché, mais du contrôle de la diffusion artistique. Le souhait de tous les artistes du monde, c'est d'exposer dans les musées. Jean-Michel Basquiat, démiurge de 20 ans au visage d'ange, né à New York le 22 décembre 1960, a d'un coup, d'un seul, confronté l'Amérique à son racisme et imposé son approche révolutionnaire de l'art. Depuis sa mort en 1988, sa notoriété n'a cessé de croître. Son audace artistique, son combat, son histoire restent une source d'inspiration. Des artistes français, toutes disciplines confondues, se penchent sur son œuvre et sa vie. Comme le dramaturge Kofi Kwaoulé, auteur de Seimo, une pièce mise en scène par Laetitia Guédon, qui explore l'adolescence du peintre. Moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était cette période très courte de sa vie, finalement, où naît son identité, où se déploie comme ça cette carrière aussi foisonnante que fulgurante.
Et en tant que femme métisse et ayant eu un père peintre noir, très habité par la culture afro-américaine, qui a d'ailleurs fait un portrait de Jean-Michel Basquiat, il y a une très grande appétence chez moi pour le peintre qu'il était. Plus qu'une trace sur ce mot tagué Samo, que je pose comme une fondation, s'érigera un royaume. Laetitia, ce qui l'intéressait dans Basquiat, c'était le Basquiat qui est encore un adolescent. Au moment où personne ne le connaît et voit en quoi déjà le génie était là. Ce n'est pas la drogue qui fait de Basquiat Basquiat. Il se droguait, mais ça n'a rien à voir avec son art. La plupart des stars noires viennent souvent du sport, de la musique. Basquiat, ce n'est pas le seul peintre noir ou africain-américain, mais celui qui avait la stature d'une pop star. En cela, il était exemplaire. Il pouvait servir de catalyseur pour d'autres noirs qui se disent « mais moi aussi, je peux aller dans des espaces où on ne m'attend pas ». Ce qui rend Basquiat donc vraiment intéressant, c'est que justement, il n'y a rien de communautaire chez lui. Ce qu'il aborde, ce n'est pas le théâtre qui est un art communautaire, ce n'est pas la musique qui peut être communautaire, ce n'est pas le sport qui est communautaire, c'est la peinture. Il n'y a rien de plus violemment individualiste qu'un peintre. Basquiat, celui qui a une espèce d'élan prométhéen, c'est un voleur de feu, Basquiat. C'est un artiste qui a une forme de radicalité solaire, qui ne fait pas de compromis et qui pourtant reste, malgré sa fin terrible, une montagne de lumière. Basquiat, il est éminemment seul, comme tout grand artiste. C'est un noir qui vivait dans un monde de blancs. Le regard qu'on portait sur sa peinture était porté par des blancs. Je l'ai appelé le Petit Prince parce que de toutes mes rencontres avec des artistes, il m'a paru le plus insulaire, le plus seul sur sa planète. Well, I do like to be alone most of the time, but I don't mind people. But I prefer to be alone most of the time. À New York, je le vois de temps en temps, comme les gens vivent beaucoup dans les clubs, on est beaucoup dans les boîtes de nuit. Il venait tout seul, il restait seul, il était très, très différent des autres. Son père était haïtien, de culture française, et sa mère était portoricaine. Son père parlait couramment français. Et lui, il parlait le français, mais il ne voulait pas. Et il était en conflit avec son père. Ce que tout père doit faire. Jean, un enfant d'une vélocité intellectuelle prodigieuse. Oh, ça oui. Oui, oui. D'une prodigieuse vélocité intellectuelle, mon fils. Mais surtout, un enfant infernal et affabulateur. C'est vrai qu'il y avait des tensions entre Basquiat et son père, mais la personne devant laquelle il était en adoration, c'est son père. Et Basquiat a vécu pour démontrer à son père qu'il n'est pas un raté. Peut-être son père l'a battu, comme cela se voit dans certaines familles, hélas. Mais il y avait vraiment de l'amour entre les deux. Il avait l'intuition que ce fils était capable de beaucoup plus que ce qu'il nous montrait à l'époque. Kofi, en tout cas, écrit en racontant une sorte de fierté du père transmise presque post-mortem à son fils. Mon rapport à son père, je crois que la première faille, c'est ça. Et puis, sa mère qu'il adorait, qui l'a emmené partout, mais qui était aussi folle. Oui, elle a fait des séjours à l'hôpital.
Et je pense que tout cela devait peser sur Basquiat. Cette mère fragile et cultivée entraîne dès son enfance son fils dans les grands musées new-yorkais et encourage sa passion pour l'art. Lorsque, percuté par une voiture, il se retrouve immobilisé sur un lit d'hôpital, elle lui achète Grey's Anatomy, ouvrage sur le corps humain, qui nourrira son imaginaire et son œuvre. Sa frustration devant l'absence d'artistes et de sujets noirs sur les murs des musées qu'il visite décide de sa vocation. Devenir peintre et de son ambition, ouvrir aux Afro-Américains les portes des musées. À 17 ans, il abandonne ses études et squatte les rues de Brooklyn pour s'adonner sans frein à son projet. Son désir de revanche, servi par son génie, fera de lui, en quelques années, le premier peintre afro-américain à la réussite fracassante. Il lui suffira d'une rencontre qu'il provoquera lui-même avec Andy Warhol dans un restaurant new-yorkais pour que le succès le happe. Warhol et Basquiat ne se quittent plus. L'enfant roi de l'underground et le pape du pop art que tout sépare, leur enfance, leur style, leur milieu, co-signent même des œuvres. Le parrainage de Warhol, fasciné par le talent du jeune prodige, accélère la réussite et la gloire de Basquiat. Mais même cette protection quasi divine aurait eu ses limites sans la mutation picturale, à la fois figurative et symbolique, que Jean-Michel Basquiat incarne d'emblée. Elle changera la face de l'art et donnera corps à la promesse qu'il s'était faite enfant. Introduire dans les temples de l'art la peinture qu'un noir invente dans la rue. En Amérique, très vite, il n'a plus rien à prouver. Mais les grands musées parisiens, eux, snobent toujours l'artiste. Cependant, quelques éclaireurs, auxquels le phénomène Basquiat ne pouvait pas échapper, traversent l'Atlantique pour juger sur pièce et succombent à leur tour. Parmi eux, Yvon Lambert, Daniel Templon, Jean-Charles de Castelbajac ou Louis Jamme. C'était très en avance par rapport aux autres, parce que c'était un phénomène. À partir donc de 72, je suis allé à New York 6 fois par an. Dès qu'il y avait un artiste un peu talentueux, les gens en parlaient. J'étais copain avec cette galerie Annina Dosei, d'origine italienne, qui l'a découvert. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir. J'ai retrouvé mon petit carnet. Ah, il est vraiment vieux. Donc, c'est Crosby Street, 57. C'était un matin, ça je m'en souviens. Je pense que c'est 83. Il était bourru, il était agressif. Il voyait bien qu'on l'emmerdait. Mais l'important, c'est le coup de foudre qu'on a eu tous pour sa peinture. Et vous montrez là-dedans, vous voyez cette peinture brutale, des références à l'Afrique, des références à la société américaine. Il y avait un concentré de tout ce qui se passait à l'époque et qui était prémonitoire par rapport à ce qui s'est passé ensuite. S'il n'avait pas été noir, il n'aurait pas fait cette peinture. Si vous voulez, c'est une révolte de noirs, mais individuelle et pas communautaire. Aujourd'hui, ce serait communautaire. On découvrait quelque chose qui n'avait pas d'équivalent. Je l'ai rencontré avant 87. Il y avait une véritable complicité entre lui et moi. Quand j'allais à New York, on n'était pas là enfermés à parler d'art et autres, on se baladait aussi.
J'allais aussi bien au supermarché avec lui pour ses courses. Et on avait des amusements d'étudiants aussi. Je l'ai connu à New York en 86. Et il a aimé mes photos, mais nous n'étions pas proches. Quand il était à Paris, on était proches. Je partais à New York et j'ai dit « J'aimerais que Jean-Michel fasse un portrait de moi ». Alors j'ai envoyé quelques photos. C'était des photos sur ma Harley et il est né le tableau qu'on connaît. Autre Français conscient très tôt de l'importance du peintre, Georges Courrèges. Directeur du Centre culturel français d'Abidjan, alors véritable enclave culturelle francophone en terre africaine, il organise en 1986 l'unique exposition de Basquiat de son vivant en Afrique. L'exposition a été décidée, donc je fixe une date. Quand on a ouvert la première caisse, ouf, voilà, j'ai vraiment pris dans la figure, si je puis dire. C'est un choc. Il y avait une fulgurance dans ce travail. On est rentré dans le monde de Basquiat. Et Basquiat, il a fait toutes les toiles. Il les a regardées, les unes après les autres. Et puis au bout d'un moment, il a dit « C'est bien. Good. » Jean-Michel Basquiat prolonge son séjour africain pour découvrir le berceau du peuple sénoufo et sa capitale Korogo, la patrie des sculpteurs et des artistes. C'est cette Afrique-là qu'il espérait, celle qui rejoint l'Afrique intérieure qu'il habite depuis toujours. Il en repartira avec un fétiche protecteur et la certitude d'y revenir. La France sera donc à l'origine du seul voyage que Basquiat fera sur le continent africain, la terre des origines qui hante son œuvre. Depuis sa mort, il a acquis en France un statut exceptionnel. Son œuvre est régulièrement présentée, analysée, étudiée, décryptée, non seulement à Paris, mais partout en France. Le 5 avril 2023, la Fondation Vuitton propose à 4 mains une exposition dédiée aux œuvres peintes en commun par Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol. Basquiat Warhol, oui, qui ont travaillé ensemble de manière intense pendant 2 ans. 83, 84, et puis effectivement ça s'arrête en 85, mais ça s'arrête pas vraiment. C'est Bruno Bischofberger, leur galeriste suisse commun, qui a initié en 1983 cette collaboration. 40 ans plus tard, il participe activement à l'accrochage de l'exposition à la Fondation Vuitton. C'est une photographie avec les 2 chaises. Alors il a mis 3 fois la projection de ces 2 chaises sur la toile. Et il l'a dessiné au pain après la projection comme il a toujours fait. Et à partir de 85, les tableaux ont été montrés de manière intermittente par un groupe de 10-15. Mais pas à cette échelle-là en fait. En tout, on pense qu'ils ont fait 150 peintures ensemble. On en est plutôt environ 80-90 dans l'exposition Basquiat Warhol. Basquiat est parti très vite, immédiatement avec le Polaroid, une photo faite par Bischofberger et 2-3 heures après, ce tableau est arrivé. Et Warhol a été lui-même époustouflé. Il a dit, il est plus rapide que moi. Et pourtant, Warhol utilisait des techniques
de la machine qui allait quand même très vite. Et le tableau est assez époustouflant de vérité. Autre tableau de l'exposition qui suscite la curiosité des visiteurs. Eiffel Tower, sorte d'allégorie de la France selon Basquiat Warhol. C'est une œuvre drôle puisqu'il y a plusieurs tours Eiffel dessus, il y en a au moins 2. Et il y a des grenouilles aussi. C'est les Français, c'est les drapeaux. Andy Warhol connaissait bien Paris, hein, il a dû venir pas loin d'une dizaine de fois à Paris. Et Jean-Michel Basquiat, vous l'avez rappelé. Cette œuvre, c'est finalement une sorte de fausse carte postale, un peu comme s'ils s'écrivaient de Paris ensemble et ils se rappellent leurs souvenirs en s'amusant, en quelque sorte. Il y a une admiration mutuelle entre les deux artistes. Ces dizaines de toiles peintes à 4 mains par ces 2 très grands artistes n'ont pas d'équivalent dans l'histoire de la peinture. 37 ans après la mort d'Andy Warhol et 36 ans après celle de Jean-Michel Basquiat, c'est une fondation française qui donne, pour la première fois, la visibilité et l'écho qu'elle mérite à cette collaboration. On est plutôt sur des personnes qui avancent ensemble, en quelque sorte, avec des œuvres séparées, distinguées, qui avancent ensemble. On peut penser au fameux aussi duo de Corday, de Braque et Picasso, ou Matisse de Rhin. Mais peindre à 4 mains, signer à 2 sur la même surface, sur la même toile, c'est quelque chose qui est effectivement quasi unique, en tout cas à cette échelle-là. J'ai été totalement ébloui et bouleversé par l'exposition Warhol-Basquiat. C'est le collage émotionnel entre 2 êtres. C'est toujours Andy qui commence, bien souvent. Et ensuite, Jean-Michel arrive en disruptif, en opposition, en coup de poing. Tout ce qui est polissé chez Warhol devient dynamité, vivifié par Jean-Michel. Toujours à l'été 2023, parallèlement à l'exposition de la Fondation Vuitton, la Philharmonie de Paris attire un public nombreux et passionnément curieux de ce Basquiat Soundtracks, qui explore la dimension musicale de son œuvre. L'exposition de la Philharmonie de Paris était une première, parce que c'est effectivement celle qui s'est interrogée sur l'importance de la musique dans l'œuvre de Basquiat, la façon dont elle la nourrit, la façon dont il la peint, la façon dont il la représente. Après l'exposition de la Fondation Vuitton à 4 mains, c'est encore une fois, avec Basquiat Soundtracks, une approche inédite et originale de l'œuvre du peintre qui est proposée par une institution française. Il est vrai que depuis quelques années, il y a eu énormément de rétrospectives sur Basquiat, mais sous l'angle de le grand peintre. Mais finalement, on s'intéressait pas tant que ça au contenu de l'œuvre, à la portée de ses messages. Or, il se trouve que la musique est une clé très opérante, je pense, pour parler de son œuvre. Et de ce point de vue-là, je pense que ça fait partie un peu de l'innovation qu'ont les musées français qui inventent des nouveaux modèles d'exposition ou des nouvelles perspectives sur les œuvres par rapport aux musées américains qui ont une approche de l'exposition plus traditionnellement beaux-arts. On a montré que Basquiat, c'était toutes les musiques. C'était aussi bien le jazz, le blues, mais également le hip-hop et le rap en particulier, et Beethoven et les grandes symphonies du 19e siècle. Et Basquiat avait le boléro de Ravel dans son oreille, et même probablement que ce côté extrêmement répétitif, il est probable que ça a participé d'une espèce de bulle dans laquelle Basquiat s'est immergé pour peindre et créer.
l'exposition, elle faisait s'entrechoquer toutes ces musiques, et parce qu'elles sont trop choquées dans la tête de Basquiat. Il nous montre un Basquiat beaucoup plus global dans sa démarche, et aussi il nous permet de mieux comprendre la façon dont il construit ses toiles, comment il utilise le collage, la photocopie et l'improvisation dans son travail, qui ont beaucoup à voir avec la musique, et aussi la portée plus politique, plus critique de son travail, parce que en convoquant les musiciens de jazz, en les citant, il parle quand même d'un état de la société américaine, il parle de la ségrégation, il parle de la question du racisme, et donc ça permet d'avoir cette dimension critique dans son travail. Paradoxalement, c'est dans la technique singulière de Basquiat, peintre du rythme, son approche plurielle du monde, que des musiciens comme le groupe Aaron puisent leur inspiration. Aaron vient littéralement de toiles de Basquiat. Aaron était un joueur de baseball et il l'avait mis partout. On veut croire qu'il y a un lien entre sa peinture et notre façon de faire de la musique, c'est que on voit vraiment ces tableaux comme des paysages sonores, et le travail de Basquiat, son choix de couleurs, son choix d'harmonie qui est très sonore, très musical. Et on a toujours eu ce désir de faire des chansons comme faisaient ces toiles. Quand il faisait de la musique avec sa petite équipe, ce qu'on voit en tout cas, il cherchait à faire de la peinture avec des sons. Et nous, on fonctionne exclusivement par image. Donc en ça, on est très lié à son travail. Si j'ai envie d'un truc, d'un son particulier, je vais dire à Olivier, imagine là le soleil qui se lève, imagine là tout d'un coup il y a l'armée qui débarque. Il n'y a pas de fais-moi un do, fais-moi un si bémol. C'est comme ça qu'on fait des chansons. On parle beaucoup d'émotions, d'émotions, de sentiments, de choses qui nous traversent. Il y a quelque chose de rigolo chez Basquiat, de très ludique, de très enfantin. Au-delà de la hype qui est permanente chez lui, du fait que c'est cool d'aimer Basquiat, si on retire tout ça et qu'on prend juste les toiles et qu'on se met face à ces toiles, il y a quelque chose de tellement enfantin, et en ça, c'est un lien permanent dans lequel on peut aller puiser. Cette œuvre si inspirante, la Fondation Vuitton a donné aux Parisiens l'occasion de la découvrir dans toute son ampleur, en organisant en 2018 la première rétrospective Basquiat après sa mort, et en faisant l'événement artistique et mondain de l'année. Un plateau de stars honore la star de la peinture, morte en 1988 d'overdose, à 27 ans. On s'est attaché à regrouper les pièces maîtresses de l'œuvre de Basquiat. C'était une exposition de peinture. Et l'idée, c'était d'avoir les peintures majeures de Jean-Michel Basquiat. En quelques années, ce sont donc plusieurs millions de personnes qui ont pu accéder à l'œuvre de Jean-Michel Basquiat. Mais les événements consacrés à cette œuvre ont toujours lieu à l'initiative de fondations privées, d'organismes périphériques à l'art pictural comme la Philharmonie, de galeristes ou de musées régionaux. Lui, qui avait présenté son œuvre sur tous les continents, ne découvre finalement Paris qu'en 1986, soit 2 ans avant sa mort. Mais en à peine 3 séjours, il parvient à conquérir la capitale.
vient pas, comme tant d'autres, en quête de gloire ou de reconnaissance. C'est déjà une méga star un peu partout dans le monde. Il y vient pour se désintoxiquer de New York et goûter à la French way of life. Ce sont Yvon Lambert, son galeriste, et Jean-Charles de Castelbajac, l'ami, qui vont favoriser l'idylle entre le peintre et Paris. Le premier, en organisant une exposition événementielle de son œuvre. Le second, en l'initiant au charme de la capitale. Et c'est d'ailleurs au styliste qu'il avait rencontré à New York qu'il doit son premier séjour parisien. La première fois que j'ai rencontré Jean-Michel, je lui ai dit « Je m'appelle Jean-Charles de Castelbajac, tu t'appelles Jean-Michel Basquiat, tu viens du Pays Basque. Donc moi, je viens du Sud-Ouest, donc on vient pratiquement de la même région. » Et ça l'a interpellé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une résonance de l'œuvre de Jean-Michel Basquiat, j'allais dire à Paris, en France et peut-être en francophonie aussi. Ça s'entend déjà dans son prénom, son nom. En fait, l'artiste américain au nom et prénom français devrait son patronyme à un aristocrate chassé de la France par la Révolution. Réfugié à Haïti, celui-ci aurait donné son patronyme, Basquiat, à tous ses esclaves. Je suis tombé sous le charme, parce qu'on ne pouvait pas ne pas tomber sous le charme de Jean-Michel. Et donc, inéluctablement, je lui ai dit, lorsque tu viens à Paris, tu viens me voir. Il est venu en 86, et le dernier vernissage qu'il a fait avec Yvon, c'est en 88. C'est un moment où j'ai fait une grande fête pour lui. À Paris, Jean-Michel loge à l'hôtel de Crillon. Mais se plaît aussi dans l'intimité des Castelbajac. Il vient quelquefois dormir à la maison. C'est un grand appartement. Un jour, mon fils vient me voir et me dit Jean-Michel est dans mon lit et il a pris mon ours. Et donc, Jean-Michel s'était assoupi dans le lit de mon fils, qui était à l'époque tout petit garçon, qui devait avoir 3 ans ou 4 ans. Et c'était très touchant. Moi, quand j'ai fait cette exposition, en 87, il y a eu une très belle presse. Et les tableaux se sont tous vendus. On avait envie d'acheter ça parce que c'était très fort et intense. Daniel Templon est le premier galeriste parisien à organiser en 1987 une exposition Basquiat. Mais Jean-Michel, artiste gâté que les honneurs encombrent, n'y assistera pas. Il se réserve pour un autre galeriste. Ce sera en 1988, Yvon Lambert, son ami de longue date. Ce dernier, l'un des plus grands découvreurs français, fera en 2012 don à l'État de sa collection personnelle, dont une vingtaine d'œuvres de Basquiat. Il me répétait inlassablement, le jour où je fais une exposition à Paris, ce sera chez toi. Il a préparé l'exposition pour moi. Il y avait des tableaux qui faisaient 3 mètres sur 3. Jean-Michel, il était à ce moment-là sur une pente descendante. Quelquefois, il y a des tableaux qui sont bâclés comme ça chez Jean-Michel. Depuis quelques années, les critiques reprochent en effet à Jean-Michel Basquiat de céder à une certaine facilité. L'exposition Yvan Lambert marquera, de l'avis de tous les professionnels, un retour du peintre à l'exigence. Il a travaillé pendant des mois
pour mon exposition, il a fait des tableaux magnifiques, surtout des très très grands tableaux. À Paris, il y avait déjà eu des expositions Basquiat, mais c'est des marchands qui achetaient des toiles de Basquiat et qui faisaient une expo, mais lui ne participait pas, il détestait ce genre de choses. Et la seule exposition qu'il ait jamais faite véritablement à Paris, c'est celle chez Yvon Lambert. Il a vraiment élaboré une exposition pour Yvon. Il a participé, il a fait l'accrochage. Il a même fait une affiche originale avec mon nom. Cette affiche, elle est magnifique. Il y avait beaucoup de monde à l'exposition. Il y a eu un vrai mouvement de curiosité parce qu'il y avait des tableaux vraiment bien travaillés. C'était magnifique. Et puis Basquiat était là. Et lui aussi était magnifique. Avec son costume marron, une chemise blanche, Agnès B sans doute, puisque Warhol lui offrait des chemises Agnès B blanches. Quand on lui a dit, voilà, c'est Agnès B, on voulait vous présenter à Agnès B. So that's you, il me dit de sa hauteur avec ses locks magnifiques. Là. So that's you. Et à un moment, je disais, mais où est-il? Où est-il? Il a disparu pendant 1 heure ou 2. Il y avait une trattoria dans la rue Vieille du Temple. Il était avec Agnès B. Ils ont passé 2 heures à parler. Et j'entends Agnès, Agnès, de la pizzeria en face. Alors on se met au bar de la pizzeria. Et là, on se met à parler 2 heures. On s'entend comme la rose en foire. Il me parle de son enfance, de son père, des Grecs, de la musique, en poète aussi, puisqu'il a toujours dit qu'il était un poète de rue, puisque ce qu'il a fait au début, c'était une petite bombe noire et il écrivait des textes. J'avais vu une toile à la Biennale de Paris, de Basquiat. Mais cette œuvre m'avait marquée. J'avais demandé à Philippe Briet, à New York, d'aller voir Basquiat et d'aller lui acheter une œuvre. Elle m'a envoyé la photo et tout de suite j'ai reçu cet autoportrait, ce dessin. Quand j'ai acheté ce dessin, il était vraiment rouge et noir. Et là, je me suis permis, avec une craie de race, de remettre le rouge là où il était. Parce que j'ai dit à mes copains, j'ai demandé à Basquiat s'il voulait bien, il m'a dit oui. J'ai demandé au ciel. Parce que je pense qu'il est au ciel. J'avais demandé à Jean-Charles de Castelbajac d'organiser le dîner de vernissage chez lui, où on a passé une soirée magnifique. Ah oui, bien sûr, j'y étais à la fête chez Castelbajac. Je me souviens, je rencontre Claude Picasso, Helmut Newton. C'est donc très, très mondain. Tous lui couraient après. Il renvoyait une image de quelqu'un pas particulièrement sympathique. Basquiat était un personnage un peu dur. Et puis il y avait Jean-Michel. Et Jean-Michel, c'était quelqu'un de très très doux, qui avait une voix d'enfant, qui avait un sourire merveilleux. Je pense qu'il avait su construire, avec l'aide de Warhol, le personnage Basquiat public, le peintre, mais qui était une construction qui répondait aux besoins du milieu de l'art. Le jour de cette fête, à l'issue du vernissage d'Yvon, Jean-Michel est arrivé très tard à la maison, vers 11h. Cette fête qui était donnée pour lui, j'avais invité une centaine d'amis. Hein. Il est resté avec nous 1 heure, 1 heure et demie, et puis après il a disparu. Moi, je suis avec Jean-Michel, et Jean-Michel, il veut voir personne. Il m'a dit, Louis, on y va. Il y avait la voiture du Crillon, donc la Mercedes qui attendait en bas, le chauffeur en livrée avec la casquette. On dit, on va au bain-douche.
Et donc, on arrive devant l'escalier des bains-douches en Mercedes quand même, avec chauffeur et tout. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont pris pour un dealer ou je ne sais trop quoi. Il était quand même magnifique, hein. Il avait une beauté incroyable. Et là, il y a Paquita qui nous dit non, non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas rentrer. Et donc, j'ai dit non, mais c'est pas possible. C'est Jean-Michel Basquiat, la grande star de la peinture new-yorkaise. Et Jean-Michel, comme ça, il me regarde, il me dit on y va. Et là, on dit on va aller à la Locomotive. C'est un immense club à Pigalle. Tout le monde rentre à la Locomotive. Et là, pareil, on arrive en voiture et à la Locomotive, on nous dit non, non, on ne rentrer pas. On a fini juste la soirée au Crillon. Mais c'était révélateur de ce racisme ordinaire auquel il se confrontait en permanence. Jean-Michel aimait Paris. Hein. Paris, berceau de culture, berceau des arts. Pour Jean-Michel, tout ce qui lui parlait des artistes qui l'avaient précédé était important. Paris conserve un milieu culturel et une appétence pour l'art qui permet de donner d'autres lectures aux artistes. Et ils ont une réception ici qui est un peu différente de celle qu'ils ont en Amérique du Nord. Et évidemment, c'est valable pour Basquiat. C'est aussi valable dans le domaine musical, quand vous pensez à la scène jazz française des années 50. Beaucoup de musiciens sont venus finalement chercher, non pas forcément la reconnaissance, mais en tout cas le terrain propice à l'exercice de leur art. Un peu de chauvinisme là-dedans, mais c'est vrai que le nombre de musiciens qui se sont fixés en France dès les années 20 est considérable. Donc il y a un fantasme de la France dans la culture africaine-américaine qui est assez fort. Donc je pense que Basquiat, comme beaucoup d'Africains-Américains, avait dans son horizon l'idée que Paris en particulier et la France en général était une terre d'accueil pour les artistes africains-américains. Basquiat, il est francophone et même francophile. Il parlait très bien français parce que justement, il sort d'une famille où on parle français comme on parle français en Haïti. C'est pas dans les rues de New York qu'il a appris le français, c'est dans sa famille. Paris était sa ville préférée, quoi. C'est là où il se sentait le mieux. Il était une star et quand il arrivait, on l'accueillait aussi bien. Il aimait la grande vie, les belles choses. Paris, c'est le royaume de ça. Paris, il a une limousine, il a des châteaux Margaux à bois, il a tout ce qu'il adore. En France, c'est la liberté. Pour lui, c'est un émerveillement perpétuel. Il peut se trouver comme il veut, personne ne le cherchera de noise. À Paris, Jean-Michel Basquiat faisait de fréquentes incursions dans les musées pour se recueillir devant les œuvres de ses icônes, qu'il interprétait parfois à sa manière. Aux peintres parisiens de son époque, il préférait la compagnie des stylistes, comme Jean-Charles de Castelbajac,
Agnès B. Ou comme des garçons, pour qui il s'improvise mannequin. Oui, il aimait Paris. Il aimait les rencontres. Il était vraiment curieux de la ville. Il parlait français. Moi, je parle tellement un mauvais anglais qu'on parlait français ensemble. Avec Jean-Michel, nos conversations étaient plus autour de l'histoire. Il s'intéressait à l'histoire de la Révolution, à l'histoire des incroyables et des merveilleuses. Jean-Michel aimait Paris. Hein. Paris la nuit, c'est flâner, c'est ouvrir la porte et ne pas choisir la direction, se laisser guider par les lumières, se laisser guider par les êtres. C'est une aventure que j'ai vécue effectivement avec Jean-Michel. L'histoire, le chemin des fantômes à Paris, la rue Saint-Honoré, qui était la rue du chemin vers la guillotine durant la Révolution. Paris est une ville du visible, mais dès que les lumières s'éteignent, l'invisible ressurgit. Basquiat prolonge de plusieurs semaines son séjour parisien, savourant la liberté d'être lui-même auprès de son cercle de proches. Il nouera aussi des liens étroits avec le photographe plasticien Louis Jamme, qui fera de lui des photos qui, depuis, ont fait le tour du monde. C'est une photo un peu magique qui s'est faite toute seule. Mais le photographe sera aussi témoin du profond désarroi qui le gagne de plus en plus. On se voit assez souvent. Ouais. Il était vraiment dans une période de questionnement, il était vraiment dans une période un peu difficile. Quand il rentre chez Agnès Nosé, qui lui prête son sous-sol, il y a plusieurs toiles qui sortent par jour. Il peint comme il respire. Là, en 88, c'est plus du tout le cas. Je comprenais la difficulté d'être de Jean-Michel. Dans l'art, il y a aussi l'appréhension du renouvellement. On sait d'où on part, mais le chemin est complexe. C'est un peu le parallèle qu'on peut avoir avec la création dans le monde de la mode. Se renouveler. Il y a toujours ce devoir d'être comme un médium et d'anticiper. Et d'un autre côté, on vous dit « Ah oui, mais ton style, c'est ça, donc n'en sors pas trop ». Ce tourment de Jean-Michel, je le comprenais très bien, parce que je vivais moi-même une forme de tourment similaire. Il est resté assez longtemps à Paris. Il était entre Amsterdam et Paris. Il était un peu perdu, quoi. Un jour, Yvon m'appelle et me dit « Voilà, Jean-Michel te demande ». Il était malade, en fait, il était en Mans. Et donc, il voulait que je l'aide, quoi. Et j'ai téléphoné à quelques copains, j'ai trouvé de la poudre. Je suis allé dans une pharmacie de quartier lui acheter quelques seringues. Et puis on est allés ensemble au Crillon, dans sa suite. Quand il est venu pour l'exposition, il a resté plusieurs semaines à Paris. Il arrivait toujours avec un dessin, avec des gâteaux, avec n'importe quoi.
Vous pouvez aussi me téléphoner à 3h du matin. Est-ce que je peux venir chercher 1000 francs? Parce que voilà, c'était aussi cette drogue qui l'a détruit quotidiennement. C'était une espèce de Rimbaud qui donne tout et qui s'arrête. Lui s'est arrêté par la mort, l'autre avait choisi une autre façon de s'arrêter. Le personnage était détruit. Physiquement, il était cassé. Ça faisait du mal de le voir. Et en même temps, il était tellement attachant, on a envie de l'aimer davantage parce qu'il était en demande permanente de tendresse, d'amitié, d'amour. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui. C'est un destin qui était brisé d'avance. Chez ma mère, dans le Midi, c'est son marchand américain qui m'a appelé. Il m'a appelé pour me dire Jean-Michel est mort. Six mois plus tôt, anéanti par la mort d'Andy Warhol, il avait quitté Paris, dont il avait fait son refuge, pour New York. C'est d'ailleurs dans l'appartement que lui prêtait Warhol qu'il est mort d'une overdose le 12 août 1988. La mort de Jean-Michel Basquiat n'a pas, loin de là, émoussé l'intérêt de la France pour lui. Depuis ce 12 août 1988, de nombreuses expositions lui ont été consacrées. Des artistes célèbrent son œuvre. Des biographes décortiquent son parcours. Des romanciers romancent sa vie. Et, hommage suprême, dans le sillage de génies de la peinture comme Rembrandt, Matisse ou Picasso, la ville de Paris lui a dédié une place dans le 13e arrondissement, paradis du street art. Là même où l'une de ses collectionneuses et amies, Agnès B., a installé sa galerie d'art, la Fab. La place Jean-Michel Basquiat a été officiellement inaugurée le 29 septembre 2018. C'était normal que Paris l'honore avec ce lien très particulier qu'il a pu avoir avec la capitale de la France. Un endroit où il venait se ressourcer. On a voulu que ça soit un événement festif. Une partie de la scène artistique parisienne lui rendait cet hommage. Et tout le monde se retrouvait pour l'amour qu'on avait envie de rendre à un grand artiste qui a marqué l'histoire de l'art et qui a marqué les esprits très fortement. Il y avait deux sœurs, elles étaient très heureuses d'être là. Je pense que c'était très fort pour elles que Paris veuille honorer Jean-Michel Basquiat. La culture française, la langue. Le fait que leurs frères, quand ils venaient en France, ils en profitaient pour visiter les musées. Donc je pense que tout ça leur parlait forcément. Thank you. What an honor to my brother, Jean-Michel. Thank you, Paris. Our family was incredibly touched by the honor. Merci.